dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et comme chaque lundi, le thème c'est celui des États-Unis sous Donald Trump après 100 jours de mandature et des sujets qui restent bien des équations compliquées, notamment la question budgétaire. Nous allons en parler avec Pierre-Yves Dugas, correspondant américain avec nous en visio depuis Washington. Bonjour Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je disais, bon, il y a l'aspect tarifaire, on y reviendra, mais il y a toujours quand même l'idée qu'il va falloir trouver un équilibre budgétaire aux États-Unis après des années où le déficit et la dette se sont envolés. Donald Trump refuse, par exemple, toute idée d'augmentation d'impôts pour les super riches. Pourtant, une idée qui était soutenue par certains membres du Parti républicain. On a pu y croire pendant quelques jours, la semaine dernière, parce que cette idée, qui est une idée taboue pour les républicains, de tolérer une augmentation, un relèvement des tranches marginales d'imposition sur le revenu pour les plus riches, cette idée taboue a été évoquée par des gens qui ont été très très proches de Donald Trump, Steve Bannon en particulier, qui maintenant est un agitateur, qui est un concurrent aussi, puisqu'il a lui aussi son podcast sur Apple. Steve Bannon qui a fait de la prison pour Donald Trump et qui maintenant donc est dans le monde des médias et qui approche la question du relèvement éventuel du taux d'imposition marginal des Américains les plus riches, non pas sous l'angle tellement de la fiscalité et de la réduction du déficit, mais sous l'angle purement électoral, pour ne pas dire électoraliste. Et là, je pense que sa démarche est intéressante, même si elle a in fine été rapidement écartée par Donald Trump. Le raisonnement de Steve Bannon est le suivant: si nous voulons vraiment transformer durablement le Parti républicain et en faire non pas le parti des riches, mais le parti du peuple qui avait été laissé pour compte dans la mondialisation, nous allons couper l'herbe sous le pied à la gauche démocrate en adoptant au moins une partie de leurs recommandations et en acceptant que les millionnaires payent davantage d'impôts. Ce serait un moyen de détruire cet argument qui est avancé par la gauche du Parti démocrate et même par le centre du Parti démocrate. Alors de quoi parle-t-on? On parle aujourd'hui d'une tranche maximum d'imposition sur le revenu qui est presque à 40%, et enfin qui est à 37% et qui pourrait pratiquement remonter à 40%. De quoi rapporter au Trésor américain entre 20 et 40 milliards de dollars, et Donald Trump par an. Et Donald Trump dit non, il ne faut pas le faire, parce que si nous faisons ça, nous allons perdre de l'argent. Son raisonnement n'est pas absurde, parce que les expériences passées, lorsque la Californie ou lorsque l'État de New York ont procédé ainsi, on a vu un exode assez rapide des plus grandes fortunes dans des États moins taxés, et la même chose pourrait se produire si quelques grands milliardaires aux États-Unis décidaient de quitter les États-Unis. Le Royaume-Uni a essayé et s'est aperçu aussi que le rendement de ces augmentations fortes de taux marginal d'imposition des plus riches n'était pas du tout celui qui était escompté. Le problème, c'est que même si on obtient 20 milliards la première année, on risque d'en obtenir un peu moins l'année suivante parce qu'il y aura moins de millionnaires et de milliardaires à taxer. Et puis, il faut tout de même trouver, malgré tout, un moyen de financer ces extraordinaires promesses électorales qui ont été faites par Donald Trump, notamment l'élimination de la taxation des pensions de retraite Social Security, du régime général de retraite, l'élimination de la taxation sur les pourboires. Tout ça coûterait quelque chose sur 10 ans comme 2000 milliards de dollars, et même en augmentant un petit peu les impôts sur les riches, vous voyez qu'avec un rendement maximal escompté de 40 milliards par an, on n'arrive pas même sur 10 ans à boucher ce trou. Bon, effectivement, mais un petit effet l'affaire, effectivement. Il a quand même quelques notions de rationalité économique quand il s'agit de ne pas augmenter les impôts des super riches, Pierre-Yves. Oui, alors il faut bien voir que le Parti républicain, surtout maintenant qu'il est magaïsé, qu'il est trumpisé, n'est plus le Parti républicain libéral, libre-échangiste, ouvert à l'immigration qu'il était. Quels sont les grands thèmes qui soudent l'électorat républicain? C'est le moins d'impôts possible,
le moins d'immigration possible, la plus grande sévérité possible à l'égard des criminels. Et si on touche à un de ces piliers, on risque de faire éclater la coalition. J'ai oublié le quatrième pilier qui est important, c'est la lutte contre le wokisme. Mais de tous ces thèmes très forts qui soudent l'électorat républicain, celui de ne pas toucher à la fiscalité des plus riches, parce que ça ne sert à rien et que c'est de la pure démagogie, en fait. Il n'y a pas de trésor caché, pas plus aux États-Unis qu'en Europe, suivez mon regard. On l'a bien suivi, Pierre-Yves. Sur l'aspect tarifaire, donc toute la question étant de savoir quand est-ce que les barrières douanières, notamment vis-à-vis de la Chine, vont mordre l'économie américaine et donc le consommateur américain. On n'y est pas encore, vous dites, Pierre-Yves. Alors, c'est assez incroyable, c'est un paradoxe ou c'est simplement un effet calendrier. C'est peut-être un peu les deux, mais le New York Times et le Washington Post nous expliquent depuis le 1er janvier que l'économie américaine est en chute libre, que ça va être une catastrophe terrible, que le consommateur est terrorisé, etc., etc. Pour l'instant, la consommation a tenu. Alors, elle va peut-être décrocher au mois de mai, mais les derniers chiffres qu'on a et qui ont été collectés par les systèmes de paiement gérés par Chase et Bank of America, par exemple, montrent que les dépenses de consommation des Américains dans la première quinzaine d'avril ont encore progressé de 3,5 et que la part discrétionnaire de ces dépenses de consommation a progressé davantage. Alors c'est peut-être un effet de dépenses avancées en anticipation des hausses de prix liées aux droits de douane, parce qu'on note que les achats d'automobiles, les achats de téléphones portables, tous ces renouvellements d'équipements qui vont intervenir sur des équipements dont les prix vont augmenter probablement assez sensiblement à partir de mai, juin, juillet. Les consommateurs américains, semble-t-il, ont pris les devants et ça aura soutenu la croissance. Le problème, c'est que la croissance au premier trimestre va probablement être faible parce que les importations vont avoir un effet négatif sur cette performance de croissance. Importation, là aussi, de précaution de la part de toutes sortes d'entreprises américaines qui voulaient anticiper les hausses de tarifs. Donc on est dans une situation d'anticipation et d'effet calendrier. L'effet calendrier, je voudrais le préciser un petit peu parce que il est très facile de s'y perdre puisque Donald Trump nous annonce tout et son contraire 15 heures plus tard. Les surtaxes sur le Mexique et sur la Chine et sur le Canada, elles ont commencé à entrer en vigueur début mars. Donc c'est trop tard pour que ça soit pris en compte dans les données que l'on aura pour le premier trimestre, évidemment. Les surtaxes sur l'acier et sur l'aluminium, le calendrier a commencé mi-mars. La surtaxe universelle de 10% et les autres surtaxes qui peuvent aller jusqu'à 145% pour la Chine, c'est début avril que les choses ont commencé. Et les surtaxes sur l'automobile également. Donc, ne cherchons pas encore en avril des indications concrètes. Attendons mai ou juin et on devrait commencer par les voir. Vous savez, ça me rappelle l'histoire du type qui saute du plus haut étage de l'Empire State Building et on le voit passer à la fenêtre. So far, so good, so far, so good. On va finir par la voir, la catastrophe. Il y a un chiffre intéressant là, qui a été relevé par un économiste d'UBS, c'est le taux de rotation des stocks des entreprises américaines, puisque évidemment, les entreprises vont d'abord utiliser leurs stocks disponibles pour fournir la demande avant d'être obligées de renouveler ce stock. Et donc le renouvellement du stock se fera à des prix sans doute différents. En moyenne, c'est 3 mois pour l'ensemble de l'économie américaine, le taux de rotation des stocks. Mais évidemment, c'est très très variable d'une industrie à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, sachant qu'il faut quand même quelques semaines pour que des produits partent de Shanghai pour arriver ensuite à Los Angeles. Et oui, et il y a des sociétés qui n'ont pas de stock et qui commencent à observer un ralentissement de la demande. C'est les compagnies aériennes, un secteur qui est quand même assez sensible aux aléas de la conjoncture. United, American, Delta aussi, ont commencé à noter qu'en avril, la demande avait baissé. Moi, je viens de faire les 3 aéroports de Washington. Je peux vous dire que les parkings sont bondés et j'ai pas du tout eu l'impression que les Américains
faisait des économies, en tout cas dans la région de Washington, mais mon sondage n'est pas scientifique. Bon, en tout cas, c'est intéressant de se dire qu'on n'aura pas les effets tout de suite de ces tarifs, mais peut-être d'ici l'été, c'est à peu près l'horizon que donnent aussi certains membres de la Réserve fédérale américaine, Pierre-Yves. Est-ce qu'on verra d'abord une dégradation du marché du travail et puis des effets inflationnistes ensuite? Est-ce que ce sera l'inverse? Est-ce que ce sera tout en même temps? En tout cas, il n'y aura rien de très clair d'ici cet été. Certains membres même estiment qu'on n'aura peut-être pas encore au mois de juin une vision très claire de l'impact de ces tarifs. Si vous lisez le Washington Post, les fonctionnaires américains sont dans la rue et font la queue pour la soupe populaire. Elon Musk avait promis de réduire, mais dans des proportions, j'avais noté, voilà, de réduire de 240 000 postes le total d'employés de la fonction publique fédérale. Pour l'instant, son Doge en a fait péniblement 10 000. Et encore, dans ces 10 000, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore dans les statistiques et qui ne sont pas inscrits au chômage parce qu'ils vont être payés jusqu'au mois de septembre. Donc méfions-nous des effets d'annonce et du catastrophisme. Tôt ou tard, les choses vont commencer par filtrer dans les statistiques américaines. Mais pour le moment, il y a un espèce de paradoxe qui prolonge l'embellie. Bon, à suivre cette semaine, des chiffres importants, la première estimation de la croissance du PIB américain qui sera publiée ce mercredi, et puis tout au long de la semaine jusqu'à vendredi, différentes données autour du marché du travail et de l'emploi aux États-Unis. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Bismart for Change, avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, à retrouver sur vos écrans, à la télévision, mais également en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.